mesdames et messieurs, bonsoir. Autant que les venus installés, je vous demande d'accueillir très chaleureusement Mia Hansen-Love. Bienvenue. C'est un grand honneur de vous avoir ici. C'est la première fois que vous êtes au Méliès de Montreuil et ça me fait très chaud au cœur qu'on soit aussi nombreux pour vous accueillir pour ce très beau film. Avant de passer la parole au public, je veux dire à quel point j'ai été séduit par le personnage central d'un beau matin et par la double confrontation qui s'opère. D'un côté, ce père dont la mémoire semble peu à peu s'effacer, et de l'autre, et c'est un beau paradoxe, un homme qui semble surgir de son passé à elle, et qui semble arriver alors que le passé de son père s'étiole. Comment est-ce que vous avez décidé de la confronter à ces deux figures masculines qui semblent quand même assez opposées l'une à l'autre? Le film est parti vraiment de ça, en effet, c'est-à-dire de ce double mouvement, de ce mouvement contradictoire, un déclin d'un autre côté, et puis d'un côté, et de l'autre côté une renaissance. Et ça n'a pas été d'abord, comme on pourrait peut-être le penser, pour moi, la relation de ce personnage avec son père, sur lequel serait venue se greffer une histoire d'amour. Non. Si j'ai eu envie de faire le film, c'est parce que j'ai voulu saisir ces moments dans la vie où on est confronté à des sentiments opposés et la façon dont on peut avoir l'impression d'être du coup en prise avec ce que la vie a de plus tragique, de plus cruel, mais aussi de plus beau, de plus intense. Et c'est des choses que j'ai pu traverser. Je pense qu'on les a tous parfois traversées d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire ces moments de la vie où on est à la fois extrêmement malheureux, extrêmement heureux. Bien que la relation de Sandra et Clément soit complexe, il y a des hauts et des bas, mais enfin, c'est avant tout une rencontre, c'est avant tout du bonheur quand même, malgré les différents moments. Et je crois que si j'ai voulu faire le film, et si j'ai pu faire le film aussi, c'est parce que j'avais observé cette dualité, mais aussi la façon dont une rencontre, l'amour peut vous rendre plus fort, vous aider à traverser des épreuves. J'aurais pas pu faire ce film pour parler uniquement de la maladie et de la mort. Ça, c'est vraiment un postulat de mon cinéma, quand même, de chercher la lumière. Et donc, c'est pas quelque chose que j'ai voulu artificiellement, mais si le film a été possible, c'est parce que j'ai fait cette observation que la vie pouvait nous confronter à des choses aussi opposées, et néanmoins, ça nous permettait de traverser ce genre d'épreuve. C'est quelque chose qu'on ressent, y compris de manière spatiale. Je dirais pas qu'il y a une confrontation, mais en tout cas, il y a des espaces qui se répondent. D'un côté, ces appartements qui sont pas forcément très grands, mais qui sont très clos, très chaleureux, notamment par la présence, l'omniprésence des livres. Et de l'autre côté, les chambres qu'on traverse, visite, et qui sont traversées par beaucoup d'autres, dans les EHPAD, pardon. Je me demandais comment vous aviez travaillé ces deux espaces et le déplacement d'un personnage de l'un à l'autre, quoi. Oui, c'était un film dont je savais très tôt, en commençant à l'écrire, qu'il se passerait dans des lieux exigus, que ce soit les chambres d'hôpital, les EHPAD, les chambres d'EHPAD, qui sont des lieux quand même particulièrement ingrats, mais aussi au fond les appartements des personnages principaux, en tout cas celui de Sandra et celui de son père, pour toutes sortes de raisons, et tout simplement parce que c'était juste par rapport aux personnages qu'ils incarnaient, il fallait que ces lieux soient petits. C'est des gens qui habitent à Paris, ils ne sont pas à plaindre, etc., mais ils ne sont pas non plus des moyens illimités. Il en est question d'ailleurs dans le film, de la difficulté de pouvoir financer un proche, de pouvoir choisir en fait et de trouver une place pour un proche en EHPAD, étant donné notamment les coûts de ces lieux dès lors qu'il s'agit de lieux privés. Bon. Donc pour toutes sortes de raisons, c'était très important pour moi que le film rende justice à ce rapport-là à l'espace. Et c'était, je veux dire, aussi intéressant formellement, parce que j'ai fait un film avant qui se passait en Suède, dans des espaces très ouverts, très grands, très beaux. J'ai adoré faire ce film, j'ai éprouvé une grande plénitude à faire ce film, mais en même temps, après ce film, j'ai eu besoin de me confronter à quelque chose de peut-être beaucoup plus
dur, qui me faisait peur aussi, mais il fallait regarder les choses en face, pour ainsi dire, et filmer dans des lieux qui étaient justes. Ça faisait partie de ce processus. C'est une des raisons pour lesquelles je tenais absolument à tourner dans des vrais hôpitaux, en activité, dans des vrais EHPAD. Et j'ai fini d'ailleurs par tourner dans des lieux que je connaissais tous, pratiquement tous, très bien, ce qui m'a beaucoup aidé évidemment à trouver ma place. Et dans Bergman Island, tout n'est pas qu'extérieur, il y a aussi une culture de l'intérieur dans la visite, notamment de la maison iconique. Et pour revenir sur Un beau matin, j'aimerais bien, avant de passer la parole au public, juste évoquer le personnage principal, incarné par Léa Seydoux. J'ai l'impression qu'il y a une importance capitale à la fonction qu'elle exerce, enfin, je veux dire au métier qu'elle exerce. Le fait qu'elle soit traductrice me paraît être une clé de lecture pour énormément de scènes du film où on se questionne sur le sens, son interprétation, la perte de ce sens. Et est-ce que est-ce que vous lui avez attribué ce métier-là dès le départ? Oui, en tout cas, je me suis posé la question, je crois, avant de commencer à écrire le scénario, et je suis rentrée dans le scénario en sachant qu'elle ferait ce métier. Je crois que c'est peut-être une faiblesse d'ailleurs, mais j'ai toujours besoin de donner à mes personnages des métiers que je pourrais avoir envie de faire. Et ça, c'est typiquement un métier que j'aurais pu aimer faire. Et puis peut-être il y a une dimension de d'hommage à mon père, parce mon père était prof de philo, mais il était aussi traducteur, donc je suis sensible à cette question de la traduction beaucoup. J'ai moi-même fait des études d'allemand, donc je suis pas du tout, je serais pas du tout capable de faire ça, mais c'est un métier. La question de l'effacement, enfin une parole qui est au service d'une autre parole, qui est au service d'une forme de transmission, évidemment c'est une question qui est au cœur du film, et bien sûr, oui, comme vous dites, c'était une façon peut-être légèrement métaphorique de donner corps à cette idée. Et avant de peut-être l'explorer, j'aimerais vous passer la parole si vous avez déjà des questions pour Mia Hansen-Løve. N'hésitez pas, je peux passer parmi vous avec le micro. Et sinon, on peut continuer d'explorer le sens dans le film. Je trouve qu'il y a quelque chose de presque parfois ludique dans ce travail d'interprétation, notamment dans ce que différents personnages peuvent saisir d'un même symbole. Je pense par exemple à l'étoile, aux étoiles en tout cas, qui, pour le personnage de Melville Poupeau, qui est cosmochimiste, voilà, c'est un objet d'étude. Pour l'un des grands-pères, c'est un avion dans le ciel. Pour les enfants, ça peut être le Père Noël qui arrive. Et j'ai l'impression que vous jouez beaucoup comme ça sur la polysémie des éléments que vous mettez dans votre film. Peut-être que je me trompe. Je crois qu'il y a aussi une grande part d'inconscient, évidemment, dans tout ça. Mais c'est vrai que c'est une sorte de leitmotiv, peut-être dans mon cinéma, et plus encore dans celui-là. Dans Le Père de mes enfants, mon deuxième film, il y avait une scène à la fin du film où il y a une coupure d'électricité et ça obligeait tout le monde à sortir dans la rue et regarder les étoiles. Les grandes questions qu'on se pose tous, souvent quand on se les pose, on a envie de se tourner vers le ciel, quelles que soient ses croyances. Et mes films sont traversés, je crois, par ces questions de savoir qu'est-ce qui reste quand on n'est plus là. Est-ce que c'est des questions très simples, très banales, mais qui m'intéressent. Qu'est-ce que ça veut dire une âme? Est-ce qu'on l'a fait exister en se souvenant des gens qui sont partis? Est-ce qu'ils existent à travers leurs objets? Est-ce qu'ils ont laissé derrière eux? Qu'est-ce qui reste au fond? Voilà. Comment on peut résister au temps qui passe? Je crois que la présence du ciel, des étoiles dans mes films, de façon inconsciente, même si je peux trouver les mots après pour le dire, mais sur le moment quand je l'écris, je n'ai pas forcément conscience de ça. Mais c'est vrai que le personnage joué par Melville Poupeau, de Clément, il y avait quelque chose... comme c'est un film qui se passe beaucoup dans des lieux fermés, on est enfermé, il n'y a pas beaucoup d'issues de secours pour ce personnage de Georg, et c'était important pour moi qu'il incarne quelque chose qui s'ouvre, lui, et même symboliquement, même si on voit qu'après son métier est beaucoup plus terre à terre, ou en tout cas... pas dans le fantasme qu'on pourrait avoir de ce genre de métier. J'aimais bien l'idée que lui, il incarne finalement une forme de romanesque, un horizon qui s'ouvre. Voilà.
Ouais, on voit en lui un aventurier, en tout cas dans ce qu'il raconte, et en même temps, presque, parfois, je trouve qu'il exerce lui aussi une fonction de traducteur, alors pas forcément du même langage que celui traduit par Mianzenov, mais il y a des similitudes entre les deux personnages. Et est-ce que vous pouvez évoquer le choix de Melville Poupeau pour l'incarner lui, et puis surtout le choix de Pascal Grégory pour incarner le père, qui a il est absolument fabuleux dans cette perte progressive, dans la cécité qui vient. Vous pouvez détailler un peu le choix de ces deux comédiens? En fait, j'ai écrit ce film en pensant aux 4 comédiens principaux. C'est la première fois que j'écris un film en ayant à l'esprit 4 comédiens, de façon aussi claire et définie. Bien sûr, c'est des comédiens que j'ai vus et admirés chez Rohmer, pas seulement chez Rohmer, je veux dire, ils ont fait beaucoup de choses depuis, mais ça reste un lien très fort pour moi. J'admire beaucoup le cinéma de Rohmer, mais je ne les ai pas choisis pour ça. C'est des comédiens que j'admire et que je voyais dans ces rôles. Dans le cas de Melville, c'est vrai qu'il y a chez lui, je trouve, une ingénuité, une jeunesse, une grâce que je trouve assez intacte. J'aime la façon dont il vieillit, je le trouve très beau, je le trouve élégant, je trouve qu'il y a une sobriété chez lui qui le rend à mes yeux très, très séduisant, et je l'aime à chaque fois dans les films dans lesquels je le vois, donc j'avais tout simplement envie de tourner avec lui depuis longtemps, et j'ai pensé qu'avec Léa, la chimie pourrait fonctionner très bien. Et quant à Pascal, c'était une évidence absolue pour moi, c'est aussi un acteur que j'admire énormément, que je ne sais pas pourquoi j'avais tant mieux peut-être, comme ça m'a permis de le rencontrer pour ce rôle, mais j'avais un peu peur qu'il refuse le rôle, qu'il en ait peur, parce que quand même, c'est pas facile de jouer un personnage comme celui-là. Et en fait, pas du tout, il a embrassé le personnage, il dit lui-même qu'il s'est perdu dedans, qu'il s'est laissé complètement, il s'est fondu dans le personnage comme jamais, et je lui dois énormément. Je dois énormément à sa générosité, à son écoute. Il connaissait rien de cette maladie et moi j'en avais une connaissance intime parce que je baignais encore dans l'expérience de cette maladie. Et il a vraiment voulu que je lui transmette ça et il m'a fait une confiance totale, ce qui m'a permis de rendre ce tournage très heureux en dépit de scènes qui sont des scènes qui peuvent être tristes, mais j'ai eu un grand plaisir à travailler avec lui sur ces scènes. Bonsoir. Justement, ce que vous disiez, ça me fait me rappeler que je me demandais par rapport au père, est-ce que tous ces dialogues à lui étaient très écrits ou est-ce qu'il a eu la place pour un peu improviser par rapport aux angoisses du personnage ou des choses comme ça? Non, à vrai dire, il n'y a pas d'improvisation sur ce rôle du tout. Il y en a ici et là dans les films, et notamment il y en a parfois avec la petite, dans les scènes de jeu, il y en a la scène avec la grand-mère, ma grand-mère, est complètement improvisée, n'était pas écrite. Mais non, parce que cette maladie, elle produit des dérèglements dans le langage qui sont une chose très très particulière. Et je crois pouvoir dire, à la place je pense que Pascal serait d'accord avec moi, c'est difficile de parler à sa place, mais que c'est très très difficile, voire impossible de mimer ça. Je pense qu'il faut le connaître, ou en tout cas il faut le comprendre. Et les mots, ils sont pas là, même si on peut parler de folie, on peut parler de démence, on peut parler d'un sens qui s'enfuit, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui sous-tendent ces phrases en fait, et il y a des choses qu'il essaye de dire, qu'il n'arrive pas à dire, mais il y a des mécanismes, c'est très subtil je crois, et voilà, je l'ai écrit beaucoup avec des choses que j'ai entendues, que j'ai parfois enregistrées, c'était très précis, et je crois que Pascal tenait beaucoup au texte, il le savait parfaitement, et ça ne veut pas dire qu'il n'a pas changé ici et là des petites choses, mais les mots comptés, en fait, ça peut vous sembler paradoxal, parce qu'on peut se dire, il dit n'importe quoi, mais en fait, chaque mot comptait. Et il y avait, dans chaque scène, en fait, il y a quelque chose qu'il n'arrive pas à dire, mais qu'il essaye de dire. Voilà. Merci. Votre grand-mère, elle est géniale. Elle était. Bonsoir.
Soit. Je voulais savoir comment vous choisissez les musiques de vos films, si c'est plutôt en les écoutant que ça vous inspire, ou si c'est selon les thèmes de vos films que vous cherchez après une musique. En fait, souvent je rentre en tournage en sachant déjà quel morceau je vais utiliser. Pas forcément tous, mais là, je crois que ils étaient tous, je les avais tous en tête. Et même parfois, ça m'aide quand j'écris. C'est quelques musiques. En fait, il n'y a pas énormément de musique dans mes films, la plupart du temps. Là, il y a un thème qui revient quelques fois, mais il y a aussi des longs moments sans musique et je ne fais pas composer de musique pour mes films. Mais du coup, les moments où il y a de la musique sont très importants et très souvent, d'ailleurs, on est avec les personnages qui les écoutent, qui les entendent aussi. Et la musique joue un rôle très actif dans ces scènes-là. Et là, par exemple, Schubert, je l'écoutais en préparant le film et même ça m'aidait. C'est comme ça me donnait une note, une émotion. Ça me ramenait aussi à des émotions très fortes de l'enfance. Et en fait, la musique, je m'en sers comme un outil quand je prépare mes films. Et après, du coup, il y a une sorte de lien organique avec mes films. Souvent, je note dans mes scénarios, d'ailleurs, déjà, qu'est-ce que ça va être comme musique. Merci. Et pour rebondir sur cette question de la musique, quand je questionnais le choix des acteurs, c'est aussi parce que je trouve qu'ils ont tous les deux un timbre de voix très particulier et dont vous vous êtes emparé, puisqu'il y a à deux moments des passages où on entend Pascal Grégory et Melville Poupeau sans les voir, un peu comme si on avait des mots sans les images, comme ce que peut expérimenter Georg. Et c'est le message que laisse Melville Poupeau, et c'est ce texte balade en maladie rare qui est prononcé. Ça, c'est des moments de lecture, de diction qui sont venus comment? En fait, c'est vrai que j'aime énormément leur voix, mais Romer, c'est un cinéaste de la parole, donc si on les a aimés chez Romer, on a aimé forcément aussi leur phrasé, la musique, enfin, de leur voix, et c'est vrai que j'ai sûrement eu envie aussi d'utiliser ça chez eux, d'autant plus chez Pascal, que comme c'est un personnage qui perd la parole, c'est intéressant pour moi qu'en même temps il incarne la parole, parce que c'est un homme qui ne peut plus parler, qui ne peut plus, qui s'embrouille et qui se noie dans les mots, mais en même temps on comprend, on doit deviner et comprendre que c'est quelqu'un qui a su parler très bien. Et je pense que Pascal Grégory, et pas seulement pour ceux qui connaissent sa filmographie, il y a quelque chose chez lui qui amène ça. Mais c'était très important pour moi qu'il y ait un moment dans le film où on l'entende parler comme il parlait avant. En tout cas, avant que la maladie l'handicape complètement. Et c'est pour ça que j'ai voulu... c'était très important qu'il y ait ces carnets qu'elle lit et qui vont nous permettre d'entendre sa parole avant la maladie. J'aurais aimé pouvoir faire un film inspiré par mon père avant qu'il ait cette maladie. Et ça n'a pas été possible, parce que la vie fait que c'est ça. Le jour où j'ai eu envie de faire ce film, c'était ça, et ça prenait trop de place, et je ne pouvais pas ne pas regarder ça. Mais c'était très important pour moi qu'il y ait un moment, au moins un moment, qui donne à voir, qui ouvre une fenêtre, une porte, sur, pas tant sur le passé, mais sur qui cet homme est vraiment, puisqu'au fond, la maladie, c'est la coquille, quoi. Mais au fond, il y a quelqu'un d'autre, et ça, il fallait qu'on puisse le ressentir à un moment. Le film est traversé par à la fois cette question de la mémoire et un amour extrêmement puissant. Et c'est peut-être ce qui touche le plus dans le personnage de Pascal Grégory, outre ce passage-là, c'est quand il appelle Leïla. Et vous en avez fait un personnage aimant jusqu'au bout. Enfin, j'ai l'impression que tous sont des personnages extrêmement aimants. On a l'impression que Léa Seydoux découvre presque l'amour au moment du film. Et pourquoi est-ce que vous les avez raccrochés complètement à l'autre? Enfin, ils sont presque aimantés, quoi. Je me suis rendu compte assez tard, là encore, c'était au départ peut-être un peu inconscient, mais à quel point c'est ce qui les reliait finalement dans le film, parce qu'ils n'arrivent plus vraiment à se parler, elle est là, elle écoute, elle y va, mais en même temps il y a forcément beaucoup de maladresse, d'incompréhension. Et puis en plus il lui parle tout le temps de Leïla alors qu'elle vient, donc c'est dur aussi pour elle, parce qu'elle vient le voir, et en fait lui il est déçu que ce soit elle et pas Leïla, et qui est la femme qu'il aime, et en même temps je crois que c'est ce qui les relie aussi, puisque tous les deux, enfin, lui, il donne à l'évidence une place complètement centrale à l'amour dans sa vie, de façon vraiment très concrète. Enfin, la femme qu'il aime à ce moment-là de sa vie,
c'est ça qui donne du sens à sa vie, et c'est aussi ce qui va donner du sens à sa vie à elle, un peu plus tard. Et je trouve cette idée assez belle que ce qui pourrait, on peut penser qu'ils sont éloignés, mais au fond, à travers l'amour, la place que chacun donne à l'amour dans sa vie, ce lien qu'ils vont avoir avec une autre personne, et ben c'est peut-être à travers cette capacité à aimer et à donner aussi du coup qu'ils se rejoignent. Voilà. Et intervient là aussi le personnage interprété par Nicole Garcia, qu'on sent elle aussi en possession d'une capacité à aimer, et qui vient complètement en contre avec ses propos sur la mémoire, où elle dit avoir quasiment effacé volontairement des choses de son esprit. Là, c'est presque un choc d'entendre ça face à la situation, l'appartement en train d'être vidé, etc. Oui, c'est intéressant parce qu'on m'a dit nous 2 fois, des réactions comme ça, que ce personnage était dur. Parce que voilà, elle a un apparent détachement, qu'elle n'est pas dans le même type d'émotion que le personnage de Sandra, parce qu'elle a l'air de regarder tout ça parfois avec une ironie. Mais en fait, moi je le trouve très consolateur, ce personnage, parce que dans des situations tragiques, on a aussi besoin, on a besoin de ça, on a besoin d'humour, on a besoin de vitalité, on a besoin d'énergie, et pour moi elle amène ça, et le fait qu'elle ait... ce détachement n'est à mes yeux qu'apparent, parce qu'en même temps on voit bien qu'elle est là, qu'elle aide, je veux dire, elle est très présente en fait, et c'est quand même son ex-mari, donc elle pourrait aussi ne jamais être là, ne pas s'en préoccuper, laisser tout ça à Leïla, et non, elle est là. Donc moi ce qui me la rend moi très sympathique, c'est que oui, il y a une rudesse, disons, chez elle, et elle n'est pas sentimentale en apparence en tout cas, et en même temps elle est quand même là pour accompagner ses filles, elle est présente, et elle est présente aussi pour son ex-mari, ce que je trouve quand même une preuve d'amour. Bonsoir, je voulais vous féliciter pour ce film que je trouve vraiment magnifique. Les moments de légèreté équilibrent très très bien les moments plus difficiles. Il y a beaucoup d'humour alors que le sujet est difficile aussi. L'histoire d'amour elle est très émouvante, et puis il y a beaucoup de scènes très très belles comme le Noël que j'ai trouvé très émouvant. Donc bravo, vraiment, je trouve que c'est un très beau film. Et je voulais juste savoir comment vous avez réussi à convaincre le directeur de l'EHPAD de la Roseraie de filmer, alors qu'en fait c'est assez dévastateur pour eux. Enfin, la terrasse quand même, elle n'est pas très vendeuse. C'est vraiment la question que j'aurais aimé qu'on me pose pas. En fait, l'EHPAD ne s'appelle pas la Roseraie. C'est le seul où j'ai changé le nom. Peut-être c'est comme ça que j'ai réussi à les... Ils n'ont pas lu les scènes aussi, je crois que c'est ça aussi. Et je cherche pas, je veux dire, je suis pas du tout dans un esprit de vengeance, je cherche pas à faire du tort, ça m'intéresse pas du tout. En fait, j'essaye de restituer l'expérience que j'ai eue le plus fidèlement possible. Et il se trouve que mon père était dans cet endroit, que j'en garde un souvenir quand même assez dur. Cette terrasse, je la connais bien, et c'est vrai que c'était intéressant pour moi de restituer ça, parce que c'est tout simplement, c'est la réalité, c'est pas une caricature, c'est pas pire que ce que c'est comme ça, c'est comme ça. Et j'ai filmé le lieu tel que je l'avais connu, ni pire ni meilleur, et pas pour faire de la peine aux gens qui y travaillent, mais de toute façon il y a très peu de gens dans cet endroit, mais juste pour restituer une réalité qui est dure et qu'il faut pouvoir regarder aussi en face. Mais je crois aussi avoir essayé de montrer les nuances dans l'expérience qu'on peut faire des EHPAD, parce que l'endroit où il va après, c'est aussi un endroit que j'ai fréquenté et que j'ai trouvé beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus humain. Et quand elle dit à la fin du film, dans la dernière scène, quand elle vient et qu'il lui dit c'est incroyable, tu t'es redressé depuis que tu es là, ça veut dire qu'on s'occupe bien de toi, c'est vraiment une expérience que j'ai faite. Mon père il se tenait comme ça, dans cette EHPAD là, et puis après quand ils l'ont emmené, quand il a été dans cet endroit-là, il s'est redressé. Ce qui prouve quand même, et ce que je trouve quand même réconfortant de penser que même quand des gens vont très très mal et que leur sort est finalement inéluctable, il y a quand même un effet positif de l'attention et du soin qu'on peut avoir pour eux. Et pour rebondir sur cette question-là, je trouve que vous n'attaquez jamais le personnel qui travaille dans ces EHPAD, qui a énormément de respect pour eux, pour leurs gestes et même la manière dont ils peuvent invectiver à certains moments les personnages. Et on en vient à se demander si tout le monde joue, est-ce que vous
vous êtes autorisé à filmer des pensionnaires de ces EHPAD, des gens qui y travaillent réellement? En fait, on a essayé autant que possible de filmer les gens qui étaient dans les établissements. Donc, à Bretonneau, on a filmé des gens qui étaient à Bretonneau, et j'ai filmé que des vrais aides-soignants et que des vrais pensionnaires. Enfin, je pense qu'on s'en rend compte, à part à quelques exceptions près. Voilà, la grande majorité des personnes que vous voyez dans ces établissements sont des gens qui sont comme ils sont. Ils jouent pas, quoi. Et dans le dernier, j'ai eu la chance de pouvoir filmer, donc celui dont je garde, enfin, pour autant qu'on puisse garder un bon souvenir d'un EHPAD, mais en tout cas le moins mauvais souvenir, j'ai filmé des gens qui m'avaient vraiment beaucoup touchée, même bouleversée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand ils arrivent dans ce dernier EHPAD et qu'ils le visitent, à un moment, ils sont présentés à des aides-soignants. Elles se présentent, elles disent leur nom et elles disent bonjour au Jardin Montmartre. Et ben, cette dame, je l'ai connue. Elle est formidable, elle est merveilleuse. Donc oui, j'étais très heureuse de pouvoir la filmer. Et j'étais heureuse qu'elle accepte d'être filmée. D'ailleurs, j'étais impressionnée par la facilité avec laquelle toutes ces personnes arrivaient à continuer d'être elles-mêmes avec la caméra, enfin, avec un parfait naturel, et à quel point ça participe pour moi de l'admiration que j'ai pour elles, parce que en fait, leur attention était vraiment sur ces personnes âgées, et finalement, quand on les filmait, elles continuaient d'être concentrées sur ce qu'elles faisaient, ce qui traduit bien quand même la qualité, leur qualité. Bonjour, vous critiquez pas ce qui se passe trop dans les EHPAD, mais par contre, à un moment, les deux personnages se font la promesse que quand ce sera leur tour, on les accompagnera en Suisse pour en finir autrement. Donc, c'est une position, c'est un questionnement qui est lourd. C'est très clair, hein. Si je peux faire comme Jean-Luc Godard, je veux dire, oui, je suis comme Sandra pour ça. Si j'avais ce type de maladie-là, j'aimerais pouvoir choisir comment je meurs, et oui, ça là-dessus, j'ai un point de vue très clair. Mais cela dit, je n'écris pas du tout cette scène pour essayer de faire passer mon... C'est jamais été ma façon de... Simplement, j'écris spontanément, et à un moment, cette scène arrive naturellement pour moi, et je comprends que Sandra, elle a cette angoisse, parce qu'on a cette angoisse égoïste à un moment quand on a quelqu'un très proche qui a ce type de maladie, et si c'était héréditaire, et si j'avais ça, et comment... Et puis c'est terrible de voir quelqu'un qui souffre atrocement, qui ne peut pas décider d'en finir, qui n'est plus en état de décider d'en finir. Moi, je l'ai vu, je pense que beaucoup parmi nous connaissent ça, tôt ou tard. Et donc, quand on l'a vécu, quand on sait ce que ça peut avoir de tragique, de ne pas pouvoir décider de sa fin, on ne peut que souhaiter, enfin, pour soi-même, de faire autrement. Et une autre, c'est vrai que c'est d'une actualité particulière cette réplique-là, et je voulais rebondir sur quelques autres passages qui résonnent avec une activité plus climatique, mais j'étais assez étonné, surpris, je me questionne toujours de l'engagement de Nicole Garcia qui apparaît dans le film en filigrane, de lui avoir donné ce rôle de rebelle un peu sur le tard, qui à la fois se fait peur et en même temps semble sincèrement convaincue par ce qu'elle fait. Pourquoi vous l'avez affublée de ça? Il ne faut pas penser Nicole Garcia, parce que je crois que ça vous étonne, parce que vous pensez Nicole Garcia je sais pas, en écolo radical, et bon, peut-être ça produit. Mais moi, j'ai pensé à ma mère, en fait, et il se trouve que ma mère est très très engagée dans ces trucs-là, et en fait, c'est aussi une chose que je trouve très qui me console de penser que, quand on a un parent qui est dans le déclin, et en même temps d'en avoir un autre qui rebondit, qui au contraire, voilà, a une nouvelle jeunesse et s'engage vraiment, et de façon aussi forte. Peut-être, on peut penser que je me moque un peu d'elle, mais je crois que si je me moque d'elle, c'est gentiment. En tout cas, je suis plutôt admirative, enfin, de cet engagement, et je trouve ça très beau. Enfin, donc il n'y a pas... l'ironie n'est qu'apparente, et au fond, moi j'aime beaucoup ce personnage, et je vous avoue, je l'associe un peu, pour ceux parmi vous qui auraient vu L'Avenir, je l'associe un peu au personnage d'Isabelle Huppert dans L'Avenir, qui elle
traversait des choses très difficiles, était quittée, était vraiment dans un moment de sa vie où on avait l'impression que tout était perdu pour elle, alors que c'était son mari qui, lui, vivait une nouvelle vie. Et je ne peux pas m'empêcher de voir ce personnage un peu comme la revanche. Et de ce point de vue-là, je trouve ça... C'est comme mon film n'est vraiment... Je sais que je ne fais pas des films avec des happy ends, mais je trouve que ça, c'est quelque chose que... Voilà, quand je repense à l'avenir et à la façon... la mélancolie de ce personnage, et puis là, non, elle a rebondi, voilà, les choses sont encore possibles, elle a un nouvel homme dans sa vie, et ça me console, d'une certaine façon, ça me console du sort de son ex-mari. Bonsoir. Alors, hasard du calendrier, il y a quelques mois, il y a un autre film français qui était sorti, qui abordait plus ou moins les mêmes thématiques sur la vieillesse et le déclin physique. C'était Vortex de Gaspard Noé. Même avant, il y avait un film avec Anthony Hopkins, je crois, sur le même sujet. Donc, je voulais savoir si vous les aviez vus, ce que vous en aviez pensé, et aussi quand voilà, on doit traiter un sujet qui a déjà été abordé avant, comment on se positionne par rapport à ça? Pour ma part, je connais qu'une manière de me positionner, c'est de ne pas regarder les films. Ce que j'ai fait, parce qu'effectivement, j'avais bien sûr conscience de l'existence de ces films, on en parlait, et j'ai sans doute un peu eu peur que ça m'inhibe ou me décourage, ou je ne voulais pas être influencée, donc j'ai essayé de faire confiance à mon inspiration, et j'ai vu aucun de ces films. J'ai pas vu non plus le film de François Ozon, dont on m'a parlé parfois aussi. Et donc du coup, je ne peux pas vous répondre quant à mon point de vue sur ces films, mais en tout cas sur la méthode, oui, j'ai préféré me rester concentrée sur ce que je faisais. Mais vous, éventuellement, vous les regarderez un jour, maintenant que le film est sorti? Peut-être. Oui, bonsoir. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de beaux personnages dans votre film, et bravo. Et j'avais une question sur la petite fille, parce que je trouvais qu'elle jouait très bien, et j'aurais aimé savoir comment vous l'avez choisie, et voilà, je voulais avoir un peu plus de précision concernant ce rôle, parce que je trouvais qu'elle jouait très bien en fait. Merci, je lui dirais, ça lui fera plaisir, je pense. Elle n'avait jamais joué, j'ai fait un casting tout simplement j'ai vu que des enfants qui n'avaient jamais joué, parce que je trouve, j'ai toujours aimé, j'adore travailler avec les enfants, vraiment particulièrement, et j'aime l'énergie qu'ils amènent sur un plateau, le désordre aussi, la façon dont ils peuvent déstabiliser les comédiens aguerris qui sont obligés de s'adapter à leur rythme, à leur spontanéité, à leur innocence. C'est des choses que je trouve extrêmement précieuses sur les films. Et je crois que je suis très très sensible à l'enfance en général. Je rêverais de faire un film avec un enfant, une enfant au centre, mais ça ne s'est pas imposé pour l'instant, mais c'est vraiment un désir très fort que j'ai. Donc quand je travaille avec les enfants, j'aime bien essayer de trouver des enfants qui n'ont pas d'expérience et qui découvrent le tournage. Et donc là, c'était le cas. Donc tout simplement, on a fait un casting. Elle n'avait jamais joué, mais je sais qu'elle avait traversé un deuil. Je crois qu'elle avait perdu sa grand-mère, et sa mère m'a dit qu'elle avait été très malheureuse de ça, très affectée, et que pour elle, faire ce film avait été une sorte de thérapie. Par rapport à ça, et je n'ai pas du tout choisi pour ça, puisque quand je l'ai choisi, je ne savais pas ça, mais je pense que du coup, il y avait un truc chez elle, voilà, ça correspondait quand même à un désir, à une forme de nécessité, et j'ai adoré filmer cet enfant, très, très charmante, et qui de fait a amené beaucoup d'humour et de légèreté sur le plateau à des moments où c'était précieux, notamment dans les scènes avec Melville. On s'est quand même vraiment bien amusé avec Melville et elle, notamment la scène où elle découvre sa mère avec Melville dans le lit. Ça, c'était des moments vraiment de grâce avec cette petite. Bonsoir. La scène où le père est dans l'EHPAD, il demande d'aller aux toilettes, ce n'est pas Sandra qui l'accompagnera, et elle va chercher une aide-soignante. Cette aide-soignante invite Sandra à l'accompagner. Qu'est-ce que vous avez voulu dire dans la confrontation de deux postures d'un acte qui est tout à fait intime? Voilà, je voudrais comprendre ce que vous vouliez dire dans cette alternative qui est proposée
puisque elle-même, cette aide-soignante, a une famille, a son père ou sa mère qu'elle a accompagné pour des soins intimes, ce que refuse de faire Sandra. En fait, c'est pas vrai qu'elle le refuse, c'est qu'elle peut pas. Enfin, c'est ce qu'elle dit et je pense qu'il faut la prendre au mot. Mais moi, je n'ai pas du tout voulu prendre parti dans cette scène. Je ne pense pas que l'une a raison, que l'autre a tort. Mais je crois que j'ai voulu surtout évoquer une souffrance. À la fois, il y a de l'admiration chez moi envers cette femme et le travail de toutes ces femmes qui font ce que d'autres ne peuvent pas faire, ne veulent pas faire, ne sont pas capables de faire. Et voilà, et c'est quand même frappant dans les EHPAD que les gens qui font ça, c'est des femmes qui sont noires, c'est des femmes, voilà. Et là, il y a quand même un truc, quand on fréquente beaucoup les EHPAD, ça saute aux yeux et ça provoque forcément beaucoup d'admiration. Donc il y a, je pense, dans mon désir de cette scène, il y a cette admiration pour la force de cette femme et le travail qu'elle fait. Mais il y a aussi la souffrance de Sandra qui se sent tellement nulle de ne pas être capable de faire ça. Et donc il y a quelque chose de l'ordre de l'incommunicabilité, mais personne n'est coupable, c'est juste des choses, c'est culturel, c'est comme on a été éduqué, comme on a grandi, un sentiment d'impuissance, mais il y a beaucoup de souffrance dans le fait d'être envoyé à cette incapacité d'aider son père à aller aux toilettes. Merci. Vous parlez souvent de grâce et de lumière, et je me demandais quel est votre rapport à Dieu. Une dernière question, c'est bien parce que comme on a déjà fait un long débat, je vais pas être obligée, je vais pouvoir esquiver cette question. C'est pas trop personnel. C'est surtout que c'est difficile de vous répondre en un mot sans dire une banalité. Dans mon film L'Avenir, cette question était posée à travers le personnage d'Isabelle Huppert qui disait un texte de Pascal, qui est un texte qui reste quand même pour moi sur le doute, c'est-à-dire la difficulté dans laquelle on est quand on ne croit pas en Dieu et qu'en même temps on se pose la question qu'on croit trop ou trop peu, si vous voulez. Et pour moi c'est un peu ça, c'est-à-dire que je ne suis pas croyante, mais en même temps la question m'intéresse, se pose, me traverse, me travaille mon cinéma. Donc personnellement je suis athée, mais la question de l'invisible, de la spiritualité, de l'infini, et en même temps au cœur des choses pour moi. Voilà. Donc c'est ni. Voilà. Il y a une chose qui m'a marqué devant le film, c'est aussi le rapport à la transmission, c'est-à-dire entre les différentes générations, notamment par rapport aux professeurs du coup et à ses élèves, et comment est-ce que, comment est-ce que par les livres, qui du coup va donner à ses élèves dans les scènes où il partage, du coup Léa partage les livres avec les élèves, du coup donne un peu une partie de soi à ces autres personnages. Du coup, je veux savoir du coup si le thème de la transmission et de la connaissance était aussi un petit peu au centre de ce personnage de Pascal Grégory. Disons oui, bien sûr, le fait qu'il soit professeur n'est pas anodin. Moi, j'ai grandi dans ce monde-là, un monde de professeurs pour qui la question de la transmission était, c'était leur vocation, ça donnait du sens à leur vie. Cette idée-là m'a été transmise pour le coup, et je pense que c'est pour ça qu'elle se retrouve de façon différente dans mes films. Et de fait, ça continue d'être très important pour moi, même après la disparition de mon père, cette idée qu'il y a eu des élèves pour qui il a compté, qu'il leur a appris quelque chose, que c'est quelque chose qui revient énormément et ça m'émeut toujours énormément. Donc oui, je pense que c'est pour ça que c'est aussi dans le film. Oui, j'ai voulu parler de ça, bien sûr. Bon, c'est neuf, on va vous libérer et vous remercier surtout chaleureusement de ce beau débat. Voilà, vous êtes ici chez vous. Et voilà, merci aussi pour cette belle fin. On n'a pas parlé. J'ai l'impression qu'on a répondu à cette espèce de question. Dis-nous ce que tu reconnais un peu ensemble ce soir. Voilà, je suis très touché. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Je vous rappelle qu'en sortant, il faudra déposer votre bulletin de vote dans l'une des urnes disponibles côté cour ou côté jardin et que le festival continue demain dès 11h avec des courts-métrages et puis une série
2 films en compétition à propos de Joël de Laurent Larivière à 14h. J'oublie tous mes titres. Les Secrets de mon père à 16h, Jackie Caillou à 18h15 et L'Innocent de Louis Garrel en sa présence à 20h30. Bonne soirée. Bonsoir.